Et tout de suite, une émission spéciale réouverture des écoles juives. Nous retrouvons tout de suite Steve Nadjer. Bonjour Steve. Bonjour Jaco, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale consacrée donc à la reprise des cours à l'école. Près de 2 semaines après le déconfinement et la réouverture progressive des classes, l'heure est venue de dresser un premier bilan de cette reprise dans les écoles juives, un état des lieux de la situation en France, mais aussi en Israël. Nous rejoindrons tout à l'heure 3 jeunes enfants qui nous raconteront avec leurs mots et leurs émotions la manière dont ils ont retrouvé leurs amis et leurs maîtresses. Un personnel éducatif en première ligne pour réussir cette fin d'année tout en rassurant les parents. Comment les directeurs et directrices ont-ils géré les premiers accros? Comment envisagent-ils les semaines à venir? Voilà quelques-unes des questions qui seront au menu de cette heure d'émission en direct que vous pourrez retrouver en vidéo après sa diffusion sur la page Facebook de Radio J. Je m'empresse de présenter nos premiers invités. Marc Eisenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Alliance israélite universelle et de l'organisation Kalita. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue également Dvorah Serrao. Vous dirigez l'association L'Amorim qui accompagne les écoles juives en matière de pédagogie, notamment numérique. Merci d'être avec nous ce dimanche, Dvorah Serrao. Et sera également en ligne avec nous dans quelques instants Elisabeth Attard, directrice de l'école Georges Leven dans le 16e arrondissement de Paris. Attention, Gustave Leven, pardon. Gustave Leven, c'est l'élémentaire, Georges Leven, c'est le collège-lycée. Aux deux extrémités de Paris. C'est pas grave. Mais à culpa. Je me tourne vers vous, Marc Eisenberg. Nous étions quittés il y a 2 semaines sur cette antenne à la veille du déconfinement et de la reprise des cours dans certains établissements. En tant que président de l'Alliance israélite universelle, quel premier bilan tirez-vous de cette reprise? Un bilan un tout petit peu contrasté. Nous avons réouvert les écoles de l'Alliance pour celles des classes qui étaient concernées, c'est-à-dire les primaires, avec, selon les écoles, une participation moyenne ou faible des enfants, c'est-à-dire des écoles où on avait une trentaine de familles qui avaient inscrit leurs enfants et finalement, sur les 30 familles, il n'y en a que 15 ou 18 qui sont venus. Dans d'autres écoles, la participation plus importante. Par contre, et deuxième réflexion, on va y revenir, on a un problème cruel de manque de personnel éducatif, parce que pour des bonnes raisons, un certain nombre des professeurs ou des auxiliaires ne sont pas disponibles aujourd'hui. Et à l'inverse, ce qui est très positif, c'est que l'ensemble de cette rentrée s'est très bien passé, que les règles sanitaires sont particulièrement bien respectées, que les enfants, et ça sera intéressant d'entendre leur témoignage, les intègrent, les comprennent. Et donc de ce point de vue-là, on est tout à fait rassuré. C'est extrêmement positif la façon dont ça se passe. Et clairement, c'est une préparation pour les semaines prochaines où on s'attend à ce que de plus nombreux enfants reviennent dans nos écoles. On ne sait pas encore quand les lycéens vont pouvoir, les collégiens vont pouvoir revenir. Les collégiens qui ne sont pas en zone verte, la décision au niveau de l'État français n'est pas prise. Ça sera peut-être le 15 juin, peut-être le 23 juin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là où ça a repris, ça a bien repris, et ça n'est pas de la garderie. C'est vraiment de la pédagogie et de l'enseignement. Marc Eisenberg, pourquoi le réseau de l'Alliance avait-il fait le choix d'ouvrir les classes, certes dans des conditions restreintes, dès la semaine dernière, quand d'autres établissements préféraient temporiser? Autrement dit, quels sont les facteurs pédagogiques, voire socio-éducatifs, qui ont motivé cette décision? Chaque réseau a sa politique et il y a des bonnes raisons. Vous savez, il n'y a pas une raison qui est bonne, une raison qui est mauvaise. Donc, il faut s'adapter et à son public et au personnel enseignant dont on peut disposer. Donc, je ne jugerai pas les autres réseaux. Moi, j'ai simplement pensé 2-3 choses. D'une part, à partir du moment où l'ensemble des écoles de la République avaient ouvert à plus de 80%, il eût été un très mauvais message de dire l'enseignement juif, sous contrat d'association avec l'État, lui ne réouvre pas. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être aussi bon citoyen que les autres. La deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où il ne s'agit pas de garderie, mais vraiment de pédagogie, c'est très important pour les enfants d'avoir de nouveau ce lien avec le cadre scolaire, on en avait parlé. C'est un cadre qui structure les enfants, qui les remet dans une situation plus ou moins normale et dont beaucoup d'enfants ont besoin. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle, dès que c'était possible, je pensais
en toute sécurité sanitaire, il fallait rouvrir. Troisièmement, il y a aussi des parents qui nous ont supplié de réouvrir pour qu'ils puissent aller travailler. Donc, si vous additionnez ces trois raisons, voilà pourquoi on a essayé d'ouvrir, encore une fois, en prenant toutes les mesures de sécurité possibles. Ces parents étaient majoritaires, ceux qui étaient favorables à la réouverture des classes? Non, non, une grande partie ne voulait pas par crainte, même si aujourd'hui les données scientifiques qui évoluent tous les jours semblent dire que contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques mois, quand on a fermé les écoles, que les enfants ne sont peu atteints et peu contamineurs, ne transmettent pas beaucoup, très peu la contagion de la maladie, ce qui est l'inverse de ce qu'on pensait. Beaucoup de parents, par principe, ne voulaient pas, mais il y a aussi une grande masse de parents qui sont indécis et qui, selon la dernière information scientifique, ou qui attendent de voir comment ça se passe à l'école pour décider de remettre les enfants ou pas. Et d'après ce qu'on entend, c'est ce groupe de parents-là a entendu des choses positives et rassurantes de la façon dont ça se passe avec les enfants, et donc sont prêts à renvoyer les enfants. On a même quelques problèmes dans des classes où on a aujourd'hui une dizaine d'enfants, puisque nous sommes limités à 10 enfants par classe, alors que la loi française prévoit de permettre d'aller jusqu'à 15. Pour des raisons de sécurité, d'espace dans la classe, etc., on s'est limité à 10. Et il y a même quelques classes où on aurait pu accueillir plus de 10 enfants. Et on a fait évidemment le choix de prendre ceux qui sont prioritaires. Et le problème va se poser dans les semaines qui viennent, si on doit même doubler ces classes ou faire travailler un jour sur deux. Et vraiment, aujourd'hui, la seule chose à dire, on s'adapte tous les jours à la nouvelle situation. Les enfants prioritaires, ce sont les enfants notamment de parents qui sont personnels soignants, par exemple. Alors, c'est le personnel des transports, SNCF et RATP, c'est le personnel soignant au sens très large. Ça peut comprendre, par exemple, les enfants des pharmaciens, pas seulement les infirmières qui sont à l'hôpital, mais c'est également les familles monoparentales et les familles dont il est prouvé que les deux parents doivent travailler. À Je distance. me tourne maintenant vers Dvorah Serao. Je le disais en ouverture, vous accompagnez les écoles juives sur le plan pédagogique avec l'association L'Amorim que vous dirigez. Quels sont les premiers retours, Dvorah Serao, qui vous sont parvenus ces derniers jours? Est-ce que l'expérience a été concluante, au moins sur le plan pédagogique? Alors, écoutez, l'expérience est concluante. J'espère que vous faites, enfin, j'imagine que vous faites référence à ce retour à un semblant de routine. N'oublions pas que Tout à fait. les enseignants, eux, sont assujettis à une double fonction aujourd'hui, puisque d'une part, ils doivent alors recevoir leurs élèves lorsqu'ils réussissent à venir à l'école. Ils doivent recevoir leurs élèves à l'école et donc mener leur classe. Et en même temps, mener la classe pour tous ceux qui restent à la maison et qui continuent à étudier à distance avec Zoom. Je vous laisse imaginer la difficulté que cela peut représenter d'avoir des enfants en présentiel, des enfants sur Zoom, et alors encore plus quand l'enseignant est chez lui à la maison pour gérer et les enfants qui sont en classe et les enfants qui sont en Zoom. Ça s'est fait, en tout cas dans les écoles du réseau de l'Alliance, parce que d'une part une obligation, mais Marc Heisenberg l'évoquait tout à l'heure, c'est une vraie difficulté que de ne pouvoir compter sur la totalité du personnel, même si évidemment on en est convaincu, il y a des raisons tout à fait justifiées. Néanmoins, au niveau pédagogique, ce qu'on constate, c'est tout simplement une grande fatigue de la part des enfants et de la part de leurs parents. Cette fatigue, elle se traduit par on va dire, de nombreuses plaintes auprès des directeurs d'école et des enseignants sur le fait que, à un moment donné, il y a une saturation de l'écran, une saturation de l'attention, un déficit de l'attention. Je veux dire, il y a une limite à ce qu'on peut demander des enfants pour apprendre à distance. Et évidemment, les directrices d'école, en tout cas du réseau de l'Alliance, avec lesquelles on est en contact, et d'autres, puisque d'autres écoles ont aussi réouvert, pas beaucoup, mais quelques-unes, en tout cas, sont très à l'écoute de ces difficultés et aménagent absolument la semaine, les emplois du temps et les journées, tout en essayant de se projeter pour ce jour d'après qui est imminent, avec toutes les nouvelles dispositions qui vont devoir être prises et organisées à nouveau. Comment va-t-on gérer justement, vous y faisiez allusion à l'instant, la poursuite de l'école à distance?
Écoutez, la poursuite de l'école à distance, elle se traduit, bon, tout d'abord par une meilleure prise en main et maîtrise de tous les outils qui existent. Donc, de notre côté, nous, à la Morim, nous avons continué à intensifier nos efforts au niveau de tous les outils, toutes les formations qu'on peut proposer aux enseignants. Aujourd'hui, on arrive à affiner les besoins. Aujourd'hui, on est plus dans la question de comment est-ce qu'on évalue des élèves, comment est-ce qu'on évalue la réussite de ce qu'on a fait. Par exemple, cette semaine, titre d'exemple, on a envoyé un questionnaire au directeur d'école, donc évidemment un questionnaire numérique, à envoyer aux élèves pour mesurer la perception sur l'enseignement juif et sur l'enseignement général dans l'école de la part des élèves, de manière à ce que, avec ces résultats, les directeurs d'école puissent non seulement se mesurer par rapport aux autres écoles en France, mais aussi, surtout, évaluer ce qui se passe. Parce que la difficulté, c'est que l'enseignement est totalement repensé, l'enseignement est totalement modifié, la part de l'évaluation tout simplement la question, qu'est-ce que vous avez pensé de tel ou tel cours? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles compétences vous avez acquis? Tout ça, c'est une étape qui, jusqu'à maintenant, on avait un petit peu mis de côté. Aujourd'hui, cette étape, elle est très importante pour prendre du recul sur cette pratique du numérique et pouvoir s'adapter et faire mieux. Et quand seront disponibles les premiers résultats de cette étude? Alors ça dépend des écoles. Les écoles sont libres de choisir quand est-ce qu'elles le mettent en place. Mais évidemment, on se fera une joie de revenir vous en parler dès que nous aurons les résultats de cette étude. Eh bien, on vous accueillera avec plaisir à cette occasion. Nous a rejoint maintenant Elisabeth Attard. Bonjour madame. Bonjour, Vous êtes directrice de l'école Gustave Leven, je ne dis pas de bêtises. tout à fait, c'est tout à fait Parfait, ça. dans le 16e arrondissement de Paris. Elisabeth Attard, combien d'élèves avez-vous accueillis ces 10 derniers jours dans votre établissement? Alors, nous avons accueilli 45 enfants depuis le 11 mai, à savoir, enfin, nous avons commencé avec un groupe de 35, puis la semaine d'après, le 18, rajouté un groupe de 10 enfants. Et nous étions très, très heureux de les accueillir. Et dans quel état les avez-vous retrouvés, ces enfants, vos élèves? Écoutez, j'ai envie de dire que globalement, c'était une très, très, très grande joie de tous les côtés, beaucoup de satisfaction, tant du côté des familles, des parents, des enfants, mais aussi de l'équipe qu'on avait réussi à mobiliser parce que ça a été très, très difficile. Il faut dire d'avoir aussi une équipe qui pouvait encadrer et enseigner parce qu'on ne fait pas de la garderie, hein, on continue l'enseignement. Et ça a été c'était ça aussi la difficulté, à donner confiance aux familles et c'était vraiment un grand moment de bonheur partagé. Et le soulagement, finalement, a pris le dessus sur l'inquiétude qui était présente peut-être chez certains parents et Tout à fait, enseignants peut-être? tout à fait. En partie, hein, évidemment, c'est pas quelque chose qui reste encore complètement oublié, hein, c'est pas encore tout à fait derrière nous, mais les enfants nous montrent à quel point on peut, en tous les cas, aller de l'avant, qu'on peut être dans cette dynamique d'espoir. Et enfin, pour nous, en tant qu'enseignants, hein, je suis directrice de cette école, mais je suis aussi une enseignante, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir à retrouver ce présentiel avec les enfants. Donc, je crois que pour les enfants, c'était très important. Elisabeth Attard, j'imagine que vous avez préparé cette reprise avec le plus grand soin en compagnie de votre équipe, mais comme on le sait, rien ne se passe jamais comme prévu. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et par quoi avez-vous été surpris ces 2 dernières semaines? Alors, bon, c'est vrai que la préparation et l'ouverture, elle s'est faite dans des conditions quand même très, très, très. Enfin, on a essayé d'être le plus près possible des protocoles sanitaires, des précautions à prendre, etc. Et pour cela, j'ai eu la chance d'avoir un comité médical qui s'est formé à l'école de parents bénévoles sur lesquels nous nous sommes appuyés et avec lesquels nous avons construit justement ce protocole et qui ont été d'une grande aide pour mettre en place toutes les signalétiques, toutes les conditions d'accueil et sortie. On va en reparler tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, voilà, la mise en place, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, mais qui se fait. Maintenant, on essaie d'envisager l'avenir et c'est là où ça nous permet aussi de tester tout ça. L'avenir, c'est la rentrée de septembre? Non, nous, on parle déjà, on voudrait d'ici début juin intégrer encore plus d'enfants. Donc, on parle d'une autre rentrée encore après Shavuot, d'un nombre d'enfants encore supplémentaires qu'on pourrait élargir à notre effectif. Marc Heisenberg, un mot peut-être sur Gustave Leven? Alors, juste un mot pour dire que Shavuot, et le lendemain de Shavuot est une date relativement importante parce qu'un certain nombre de réseaux ou de grandes écoles juives ont décidé de rouvrir à cette date-là.
et qu'on attend également un certain nombre de précisions de la part des autorités académiques, notamment sur la façon ou l'obligation qui serait faite au personnel enseignant de rejoindre en présentiel chaque fois que c'est possible leur lieu de travail, et donc ça permettrait d'accueillir plus d'enfants. Donc beaucoup de parents ont dit bon, alors on va attendre le lendemain de Shavuot. Donc on sait qu'on aura une demande supplémentaire. Et ensuite, courant juin, on pense qu'on aura la possibilité, la joie d'accueillir quelques collégiens. Donc effectivement, on ne fait pas que préparer septembre, mais on espère recevoir beaucoup plus d'enfants déjà au mois de juin. Et j'entends Madame Mattard, je crois que c'est un plaisir pour tout le monde, y compris pour les enseignants et pédagogues, de pouvoir retrouver ces enfants, parce que finalement, pourquoi on se bat? Pour que les enfants puissent avoir ces cours, cette belle éducation. Elle a la chance d'être aidée par un comité médical. J'en déduis que encore aujourd'hui, il y a quelques parents juifs qui sont médecins ou qui travaillent dans le domaine. Ça n'a pas tellement changé depuis 50 ans. Et ça ne devrait pas changer, je pense. Voilà, votre fils, il est avocat ou médecin? 15h23, on va marquer une pause musicale. Shlomo Artzi nous conte le paysage de son enfance. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. Et on se retrouve néanmoins avec plaisir pour la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée aux écoles juives. Elisabeth Attard, juste avant la pause, vous nous exposiez comment s'était passée la reprise dans votre établissement. On a évoqué les élèves. Comment s'est passée la reprise, cette fois du côté des enseignants? Quelles étaient leurs attentes et parfois, j'imagine, leurs appréhensions face à cette reprise? Écoutez, j'ai envie de dire qu'on retrouve à peu près les mêmes, en vérité, appréhension, attente, que ce soit du côté des enseignants que des parents. Les enseignantes, c'est vrai que au niveau des précautions et du protocole sanitaire, elles attendent la même chose. Elles veulent être aussi sécurisées. La différence, je crois surtout, c'est que c'est qu'elles ont envie de retrouver leurs élèves et que ça, c'est quelque chose qui est tout de suite, dès qu'on est en place, c'est quelque chose qu'elles oublient, les angoisses. Mais c'est vrai que ça a été difficile de les mobiliser, d'abord parce nous n'avons jamais cessé de travailler. Ça a été une rentrée, mais en vérité, nous n'avons jamais cessé. Elles ont toujours été mobilisées, car nous avions fait un enseignement à distance pendant toute cette période qui a précédé ce retour. Donc, c'est vrai qu'il fallait avoir, puis bon, nombreux aussi de nos enseignants ont été touchés par la maladie, de près ou de loin. Et donc, il fallait arriver de nouveau à fédérer toute cette équipe et à leur donner confiance. Donc, on a essayé de le faire, voilà. Et je crois qu'une fois qu'on les rassurait, les parents étaient rassurés, que les enfants étaient rassurés, les maîtresses pouvaient l'être aussi. Et elles pouvaient exercer leur métier. Alors, même si c'est encore difficile, nous nous sommes équipés pour qu'elles puissent continuer, et pour les enfants qui étaient présents à l'école, et pour ceux qui sont à la maison, parce qu'il faut dire que ça concerne quand même une grande majorité aussi. Certains directeurs et directrices d'école nous écoutent peut-être cet après-midi. Quels conseils apporteriez-vous à vos collègues qui s'apprêtent à accueillir de nouveau leurs élèves la semaine prochaine? Je vous vois sourire après la fête de Shavuot. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Écoutez, moi, c'est difficile parce que je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas été très nombreux à rouvrir les écoles si tôt. Et j'ai envie de leur dire que pourtant, c'est dans cette dynamique-là qu'il faut se mettre, car il est important qu'on puisse retrouver le contact, qu'on puisse recréer, même si on doit respecter cette distanciation, mais qu'on doit absolument recréer ce lien qui est tellement important pour le développement et l'éveil de tous ces enfants. Moi, je leur dirais d'avoir confiance, d'avoir, de faire notre métier comme nous savons le faire, et que certes, si ça peut poser quelques angoisses, quelques inquiétudes, c'est quand même là où nous sommes le mieux et que nous avons toute notre raison d'exister en tant qu'enseignants. Vora Serrao, peut-être une réaction? Oui, juste peut-être pour revenir, parce que je pense que le fait qu'on soit là avec un président, le président d'un réseau, donc le président de Madame Attard en tant que directrice de cette école, Gustave Leven, un organisme tel que la Maureen qui peut accompagner au niveau de la pédagogie. On va tout à l'heure parler avec le docteur Fedida Sadia, qui est également parent d'élèves de cette école et qui a joué un rôle important dans cette reprise. Je pense que là, vous avez la recette pour que ça marche, c'est-à-dire qu'il est évident que sans tous les acteurs, toutes les bonnes volontés, toutes les forces, tous les savoirs au service d'un même objectif, il est très difficile effectivement de pouvoir envisager une reprise plus ou moins sereine, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y aura certainement jamais de sérénité. Je voudrais quand même dire que
forcément, les directeurs d'école ont besoin d'être accompagnés par toutes les bonnes attitudes, les bons esprits, les bonnes volontés, parce qu'ils ont un rôle énorme à jouer dans cette reprise. Ils doivent inspirer confiance, ils doivent s'assurer que tout est en ordre, que tout est respecté. Ils doivent se rassurer eux-mêmes, rassurer les autres pour se rassurer eux-mêmes. Je veux dire, c'est un cercle vicieux, c'est une énorme pression psychologique sur eux qui pèse, une énorme responsabilité. Donc, j'ai envie de dire que vous disiez qu'il y avait peut-être des directeurs d'école qui nous écoutaient. Moi, j'espère que les parents d'élèves qui nous écoutent sauront proposer aux directeurs d'école de leurs enfants les bons savoirs, les bonnes compétences et les bonnes idées pour leur permettre d'accueillir cette rentrée et cette nouvelle situation avec le plus de sérénité parce que c'est ce dont tout le monde a besoin. La question sanitaire est au cœur de cette reprise des classes et des cours. Comment faire respecter les mesures barrières à l'école? Comment reprendre la vie sociale alors que les craintes de deuxième vague sont latentes dans l'esprit de certains? Et pour en parler, je me tourne maintenant vers notre nouvelle invitée, Déborah Sadia Fedida. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue obstétricienne, membre de l'Association des médecins israélites de France et du comité médical de l'école Gustave Leven. Vous êtes également parent d'élèves de cet établissement. On va y revenir dans quelques instants, mais je voudrais d'abord que vous enfiliez votre casquette de médecin. Quel est le rôle que joue ce comité médical au sein de l'école et quelle en est la genèse? En fait, le comité médical a été une recommandation qui est émanée du ministère de l'Éducation nationale, qui a proposé dans un premier temps qu'au sein de chaque établissement, on réunisse un comité médical composé de plusieurs médecins, quelle que soit leur spécialité, afin d'aider la direction à une reprise de l'école dans le respect des règles qui ont émané du ministère de l'Éducation nationale. En fait, tout a commencé parce que le directeur, le président du FSJU, Marc Petit-Oyon, a demandé à la MIF une aide pour les directeurs d'école afin de relancer un retour à l'école après cette phase de confinement qui a duré 2 mois. Et donc, on s'est réunis à plusieurs médecins au sein de la MIF, chacun avec ses compétences. Moi, en tant que chirurgienne, donc beaucoup dans tout ce qui va être gestes barrières et tout ça. On a s'entouré de beaucoup de pédiatres, le professeur Cohen, le professeur Philippe Alphon qui est infectiologue à Marseille. Et en fait, on a établi des règles pour aider les directeurs d'école à reprendre le cours des choses. Et petit à petit, le travail a démarré. On a présenté à 100 directeurs d'école juive en France. On a eu beaucoup de retours de beaucoup de directeurs qui avaient du mal à redémarrer l'école parce que beaucoup d'angoisse, beaucoup de professeurs qui avaient peur de revenir à l'école, de reprendre les transports en commun, beaucoup de différences entre les écoles au niveau des locaux. C'est un vrai point stratégique de la reprise à l'école, c'est les locaux, le flux des élèves à gérer à l'intérieur des locaux. Et puis, donc, Madame Attard, qui avait assisté à cette réunion, on s'est contacté et puis on a établi le comité médical au sein de l'école. Et on a démarré rapidement avant la reprise, une bonne dizaine de jours. On s'est réunis plusieurs fois pour discuter ensemble du côté pédagogique et du côté sanitaire afin d'allier les deux et de pouvoir redémarrer l'école. C'est pas évident, ça dépend vraiment des locaux. Chez nous, c'est des petits locaux exigus. Donc, ça a été difficile à gérer, mais on a réussi à le faire. Et je crois qu'une réunion sur la plateforme Zoom s'est tenue avant la réouverture des classes pour rassurer les parents. C'est bien ça? Alors, on a fait une réunion avec le comité médical déjà à l'attention du personnel pédagogique de l'école. Donc, on a parlé avec quasiment la totalité des professeurs de l'école en leur expliquant un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau de l'infection chez les enfants. Il y a eu beaucoup aussi de mauvaises informations qui ont circulé, notamment dans les médias. Il y a eu beaucoup d'angoisse avec le syndrome de Kawasaki qui a inquiété beaucoup de parents juste avant la reprise. Et quel était l'état d'esprit de ces enseignants? Elles ont peur. Tout simplement, si je peux résumer, c'était une peur de revenir à l'école, une peur de prendre les transports en commun, une peur d'être contaminé au sein de l'école. Alors après, je conçois que ça a été difficile pour tout le monde, de près ou de loin, on a tous été touchés, surtout à Paris. Mais il y a des faits médicaux, il y a beaucoup d'études qui sont sorties et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a exposé tout simplement les chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur la contagiosité des enfants et le fait que les enfants contaminent très peu les adultes. Alors évidemment, il n'y a pas de risque zéro, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, on est avec un virus qui circule en France, beaucoup moins qu'avant, mais qui circule toujours. Et a priori, pour le moment, on va devoir vivre avec ce virus. Donc, sans vaccin à l'horizon et sans traitement médical qui a fait ses preuves, parce que pour le moment, on n'en a pas, il faut apprendre à vivre avec ce virus et certainement pas à priver nos enfants d'école, car ce sont les premiers à en souffrir. Les enfants, ils ont absolument besoin de repartir à l'école, de se resociabiliser. On a vu beaucoup de drames psychologiques chez les enfants.
On a eu une psychologue dans notre comité médical qui vraiment a beaucoup parlé dessus parce qu'elle a eu beaucoup de retours sur des enfants qui ne vont pas bien avec ce confinement. Et donc, ça nous paraissait vraiment dommage d'avoir si peu d'enfants contaminés, si peu d'enfants en réanimation et si peu de décès en France. Enfin, chaque décès compte, mais on a eu 3 décès chez les enfants. Et au final, de priver les enfants de l'école. Donc, tout le monde reprend sa vie, mais pas les enfants. Et ce n'est pas logique, en fait. Tout le monde repart au travail tout doucement. On réaménage les transports, le travail. Mais on ne prend pas la peine de réaménager l'école. Il y a beaucoup de craintes. C'est normal, c'est nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux. Mais il faut aussi vivre avec et adapter les gestes barrières à l'école. Et ça se passe bien quand on le fait au sein d'une équipe qui adhère à notre programme, qui adhère au projet. Après, la difficulté, encore une fois, c'est de faire adhérer les profs à tout ça. C'est pas facile. Voilà, elles ont peur de revenir à l'école, peur de se contaminer avec les enfants. Il y en a certaines qui reviennent, certaines qui ne veulent pas revenir. Mais bon, je pense que bientôt, le retour à l'école sera obligatoire pour le personnel enseignant. Jusque-là, c'était sur le volontariat, mais je pense que ça va bientôt changer après le début juin. On verra ce que nous dit le Premier ministre. Mais tout porte à croire que prochainement, seront obligés de repartir travailler, à moins d'avoir une raison médicale valable. Docteur Sadia Fedida, vous avez 3 enfants, si je ne m'abuse. L'un d'entre eux a retrouvé, j'imagine, avec bonheur sa classe de CE1. Les 2 autres sont encore à la maison. Comment vous organisez-vous pour qu'ils ne perdent pas le fil scolaire en attendant la reprise? Eh bien, le petit, il a perdu le fil scolaire parce que moi, je suis médecin et je travaille. Mon mari aussi étant professionnel de santé, il travaille. J'ai eu une nounou à la maison, mais qui parle français, mais qui n'est pas capable de faire les devoirs à mon fils. Alors, elle peut l'aider à faire du coupage, du découpage, du collage, ce genre de choses. Mais lire des histoires, tout ça, c'est compliqué. Et à cet âge-là, ils ont besoin de beaucoup d'interactions sociales et ils en manquent cruellement. Moi, vous me parlez de mes enfants, je peux vous en parler, mais j'ai un deuxième enfant qui est en petite section, qui en souffre énormément, avec un repli sur soi, une peur de l'autre, une peur de sortir. Et donc, c'est un vrai problème, je pense, qui va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Et c'est impératif que nos enfants se resociabilisent, même une journée par semaine, si on doit respecter les mesures de distanciation sociale. Mais il faut que les profs reviennent à l'école, en tout cas celles qui n'ont pas de contre-indication médicale. Et il faut qu'elles assurent ce pourquoi elles ont choisi de faire ce métier. C'est le bien-être de nos enfants. Et aujourd'hui, on parle de bien-être psychologique de nos enfants avant les apprentissages, à mon sens. Marc Azenberg, resocialiser les enfants, c'est une priorité? Absolument. Mais je crois que je ne pourrais pas m'exprimer mieux que le docteur Fedida. Elle a tout expliqué. Oui, c'est une priorité. Il ne faut pas laisser les enfants sur le côté de la route. C'est très important. Et certains parents n'ont pas encore peut-être mesuré cette importance, mais je pense qu'ils vont le faire dans les jours, dans les semaines qui viennent. Faudra-t-il surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois, docteur Sadia Fedida, les effets du confinement sur le moral des enfants? Bien sûr. C'est déjà. Comme je vous ai dit, on a pris dans notre comité médical, on est 3 médecins, on a ajouté une psychologue spécialisée chez les enfants qui travaille en privé et à l'hôpital et qui est dans notre école. Et on a beaucoup discuté avec elle. Elle a beaucoup de problèmes avec les enfants. Voilà, la peur de l'extérieur, la peur de l'autre, les cocottes minutes. Les enfants sont des cocottes minutes, ils bouent à l'intérieur en fait et ils ont perdu leur sérénité. On a parlé du syndrome de la cabane. On le retrouve aussi chez les enfants? Bien sûr. On le retrouve aussi chez les enfants. Notre objectif, c'est d'enlever ce syndrome de la cabane d'ici Soukhot, que les enfants soient heureux de nouveau à l'école. Et l'avantage avec les enfants, c'est quel que soit leur état aujourd'hui, ça évolue vite. Et s'il y a un retour à l'école, très rapidement, ils pourront de nouveau être aussi souriants et perdre ces syndromes. Plus ça dure, plus ça prendra du temps pour revenir à la normale. Elisabeth Attard, vous les avez… Oui, docteur. Oui. Il faut bien noter que les enfants qui ont repris l'école, on les voit le matin. Moi, je suis là quasiment tous les matins à l'entrée de l'école, parce qu'on a aussi mobilisé tous les parents pour assurer cette sécurité sanitaire à l'extérieur de l'école. Je vois les enfants le matin, ils ont un sourire. Franchement, il n'y en a pas un qui ne rentre pas avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et quand on leur demande comment se sont passées leurs journées, même si c'est entrecoupé de Zoom, même si on essaie de leur faire d'autres choses parce qu'il n'y a pas assez de profs pour faire des cours en continu non-stop, les enfants sont ravis d'être partis à l'école, même avec les mesures de distanciation physique, même avec la cour de récréation qui a changé. Ils sont ravis d'être à l'école. Est-ce que dans une émission, Steve,
de rêve, on pourrait même entendre des enfants nous confirmer ce qu'on vient d'entendre. Eh bien, ça sera possible après une nouvelle chanson. Patrick Bruel, Ma maison de papier, une déclaration d'un papa à son enfant. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission spéciale consacrée à la reprise dans les écoles juives. À tout de suite. Nous sommes maintenant en ligne avec Nathaniel. Bonjour Nathaniel. Bonjour. Bienvenue à toi sur Radio J. J'imagine que c'est ta première à la radio. Oui, Nathaniel, tu as quel âge et tu es en quelle classe? je suis en CE1 et j'ai 7 ans. Un grand garçon. Alors, tu es un élève de l'école Gustave Leven. Et depuis quand est-ce que tu as repris les cours? Tu as retrouvé tes maîtresses? Bah, depuis une semaine, il faut dire une semaine et 2 jours. Une semaine et 2 jours, Non, d'accord. une semaine. Une semaine. Une semaine, d'accord. Et comment ça s'est passé, ce retour à l'école? Bah, bien. Tu étais content de retrouver ta maîtresse et tes copains et tes copines? Oui. Comment ça se passait à la maison pendant ces 2 mois où tu travaillais depuis ton appartement? Bien. Tu arrivais à travailler? Oui. Comment ça se passait? Tu suivais les cours par ordinateur via le téléphone ou l'ordinateur de Soit tes par parents? tablette, soit par téléphone. D'accord. Et tu aimais suivre ces cours sur Internet? Ça te plaisait? J'aimais bien, mais j'aimais pas autant que l'école. Ah, donc tu étais content de retrouver ta maîtresse. Oui. Très bien. Comment s'appelle ta maîtresse, Nathaniel? Michel. Michel, est-ce que ta maîtresse Michel vous a présenté les nouvelles règles d'hygiène contre ce qu'on appelle chez les enfants le coronavirus? Non, mais il y avait une vidéo où il montrait comment ça allait se passer. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette vidéo? Bah, j'en ai retenu que c'était un virus, Oui. que ça pouvait être dangereux, qu'on n'était pas sûr que les enfants étaient par terre sains. Tu es médecin. De médecin. Fils de médecin. Fils de médecin. Et aussi, j'ai retenu que ça se transmet en faisant les bisous et en se serrant la main, donc en se touchant. Donc plus de bisous pour l'instant et de serrage de main. C'est ça? Ouais. Mhm. On touche. Parce que d'habitude, tu fais beaucoup de bisous à l'école? Non, 0. Ah, ça change pas grand-chose alors. Si je touche, mais je ne fais pas de bisous. Pas de bisous. Marc Heisenberg, quelles sont les principales différences entre la France et Israël concernant la reprise des cours? On va parler à deux petites filles en Israël dans quelques instants. Une différence importante, Israël a réouvert les écoles plus rapidement et depuis dimanche, tous les enfants sont attendus à l'école. Et on a déjà vu une évolution des règles sanitaires dans un sens d'allègement, c'est-à-dire ça s'est passé au début avec des règles sanitaires qui étaient très semblables à celles prises en France. Et au fur et à mesure des jours qui se sont passés, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème à l'école, que les études scientifiques continuent à montrer que les enfants contaminaient extrêmement peu, les règles ont été allégées, les classes ont été agrandies et on arrive beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine en France à un retour vers la normale alors que tout se passe très bien. Donc ça fait une différence importante, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'avoir deux petites élèves qui parlent français. Donc bonjour, je crois que je parle à Odaya. Bonjour Odaya. Bonjour. Et à Avishag, sa petite sœur. Bonjour Avishag. Bonjour Marc. Alors, Avishag, tu as quel âge? J'ai 6 ans. Tu as 6 ans. Et Odaya? 8 ans. 8 ans. Alors, ça fait quoi, 3 semaines que vous êtes revenus à l'école? Non. Combien? 3. Presque 3 semaines? Ouais. Environ, oui. 3 Alors, semaines et demie. 3 semaines et demie, d'accord. Est-ce que vous étiez content de revenir à l'école? Oui. Oui, vraiment. C'était mieux que de rester à la maison? Oui. Alors, quand vous êtes revenu, est-ce qu'il y avait beaucoup d'élèves dans vos classes? Combien il y avait d'élèves dans ta classe, Odaya? Le premier jour, on était, je crois que 7. Je crois Oui. le premier jour, on n'était que 7.
Et le deuxième, on a commencé à être plus. On est plus. Et maintenant, cette semaine, On est tous. tous, c'est-à-dire combien? 28. 28 dans la classe. Et chez toi, Avishag, Avishag, tu es en quelle classe, toi? Et... Ah, CE1. CE1, A2. d'accord? A2. D'accord. D'accord. La même chose, vous avez commencé, vous n'étiez pas très nombreuses dans la classe. Vous étiez combien? On était 12. On était 12 et maintenant vous êtes combien? 28. Et on était 28. Environ. Maintenant, on est 28. Ouais. 28, donc vous êtes très nombreux. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est que les règles barrières? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les règles de barrière, c'est... Oui. Les règles de barrière, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des bisous, on n'a pas le droit de faire des câlins, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit... Est-ce que c'est respecté, ça? Oui, on a le droit que se faire tape 5 parce que on a le droit de faire ça. Tape 5. Est-ce que vous portez des masques? Avec le coude. Est-ce que vous portez des masques? Des checks avec le coude. Ouais. Oui, vous portez des masques? Non, dans les classes, non, mais pour la récréation, oui. Parce qu'il faut À la rappeler récréation, qu'il a fait très chaud cette semaine en Israël et que le Oui, ministère de l'Éducation a effectivement. demandé à retirer les masques dans les classes. Effectivement, il y a eu de la canicule en Israël et même dans la rue, alors que les masques sont obligés dans l'espace public et dans la rue, cette semaine exceptionnellement, entre mercredi et Shabbat, les masques, on a été autorisés de retirer les masques. Donc, je crois que tu as compris également, Avishag, que les microbes, c'était pas bien, c'était dangereux avec le virus, oui. Alors, où c'est qu'il y a beaucoup de microbes? On m'a dit qu'il y avait des microbes aux toilettes, c'est vrai ça? Alors, je crois que tu avais une petite astuce pour ne pas prendre de microbes dans les toilettes. Comment tu fais? C'est moi. C'est toi. Alors, Odaya, c'est quoi ton astuce? Être debout sur la cuvette. D'être debout sur la cuvette pour ne pas attraper les microbes. Et quand on revient en salle de classe, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite. On se lave les mains et on met l'alcool gel. Voilà. Et vous faites ça plusieurs fois par jour? Oui. Plusieurs fois par jour. Nathaniel, Donc, est-ce que tu as des astuces, toi aussi, contre le coronavirus? Mets le micro, Nathaniel. Je me lave les mains avant et après d'aller aux toilettes, sinon j'ai pas d'autre astuce. Oh, c'est déjà bien, c'est une bonne astuce. C'est déjà. c'est déjà important. C'est déjà important. Donc, est-ce que vous avez l'impression, Avishag, Odaya, que maintenant c'est l'école presque normale? Ouais. Il y a tous les élèves. Ouais. Bon, moi, j'ai une petite question. Je peux me permettre une petite question? C'est Rao. Juste parce que c'est une des choses qui surprend le plus. Nathaniel, quand tu es revenu à l'école, il y a une grande différence dans la cour de récréation. Hein? D'abord, vous descendez. C'est quoi les différences par rapport à avant et par rapport à maintenant dans la cour de récréation? Les différences, ça a été qu'on a eu. En fait, on a eu les. On devait se laver les mains avant d'aller dans la récré. Oui. On n'avait rien pour jouer, à part un petit parcours. Sinon, et après, on se lavait les mains dès qu'on sortait. C'est ça. Avant, quand il y avait la récréation, vous aviez le droit de jouer au ballon. Oui. Et là, là, il n'y a que les cerceaux, les poteaux et les parcours. C'est ça. Et vous n'êtes qu'une classe par une classe. Vous n'avez pas le droit d'être plusieurs classes. Ouais, on est une classe par une classe. Et Avishag et Odaya, vous avez le droit de jouer à la balle dans vos récréations à l'école? Oui. Non. Oui. Chez nous, non. Chez nous, oui. Il y a peut-être des différences entre les plus jeunes et les plus grandes. C'est c'est pour ça que c'est bien d'être plus grande. Et donc, vous avez le droit de vous passer des objets. Vous êtes plusieurs classes dans la cour de récréation. Et au tout début, quand vous avez repris l'école, Odaya et Avishag, vous n'aviez pas le droit aussi de jouer à la balle et de vous passer des choses? Ou dès le début? Si. Hein, dès le début, on avait le droit que jouer à la balle, mais pas passer des choses. Ah, donc vous jouiez à la balle seul. Vous aviez le droit de vous passer la balle? Peut-être au pied, mais pas avec les mains. Très bien. Bon, Nathaniel, ça te donne envie, toi, quand tu entends Avishag et Odaya? Non, pas vraiment.
C'est chouette comme ça quand tu es Ça lui convient Il est bien, franc, ça lui il est convient franc. bien le petit parcours, ça lui convient bien. Docteur Sadia Fedida, est-ce que la hausse des températures dans les prochaines semaines en France pourrait nous obliger en France, comme on l'a vu en Israël, à réaménager certaines mesures barrières, notamment le port du masque? Déjà, en France, on n'est pas tout à fait comme en Israël. Chez nous, les enfants n'ont pas l'obligation de porter un masque. Ça émane du conseil Pour les petits. scientifique Et pour les petits, et ouais. pour Chez les les enfants, enseignants? les enseignants doivent porter un masque. Pour le moment, on n'a pas de forte chaleur en France, donc elles peuvent continuer à porter leur masque. Il est évident que les masques qu'on fabrique en tissu sont beaucoup, beaucoup plus chauds que les masques chirurgicaux à usage unique. Nous, à l'école, on a équipé les profs de masques à usage unique, donc ils sont tout à fait supportables. On verra ce que ça donne au niveau des grosses chaleurs, mais c'est à remettre aussi en question avec le fait que pour le moment, on n'a pas le droit de mettre de climatisation. Il y a eu une étude qui est sortie là-dessus qui a dit que pour le moment, la climatisation n'était pas recommandée avec le Covid. Mais c'est à l'étude, il y a d'autres choses qui vont probablement sortir bientôt et on verra si on a le droit ou pas de remettre les climatisations. En Israël, elles ont été remises parce qu'il y a eu la canicule. Mais Oui. voilà, on va voir aussi ce que ça donne en Israël. Ils sont avant nous. Donc, À Odaya, les maîtresses, elles portent le masque en Israël? Remets le son. Odaya, tu dois remettre le son. On ne t'entend plus. Odaï, est-ce que tu nous entends? Bon, Elle nous elle nous entend entend et il pas. faut qu'elle réactive son micro. Allez, il faut Pas que le tu micro. réactives ton micro. Voilà, je crois Voilà. qu'Avishag et Odaïa sont de retour. Ah oui. Est-ce que les maîtresses mettent le masque? Non, chez nous, non, mais chez les plus grandes classes, oui. Et aussi les enfants. Ça dépend donc des classes. Bon, ce qui est impressionnant, vous voyez quand même, c'est une différence nette entre la France et Israël. Alors certes, la pandémie frappe beaucoup plus la France qu'Israël. Je vous rappelle que même relativement à la population en Israël, la pandémie frappe 12 fois moins qu'en France en termes de décès, en termes de gens qui sont Oui. hospitalisés. Mais on voit à quel point les règles se sont assouplies rapidement. Évidemment, comme en France, tout le monde suit pour voir s'il y aura une deuxième vague ou pas. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que la France suive les chemins d'Israël et qu'on puisse alléger dans les écoles, en toute sécurité, le protocole sanitaire. On n'y est pas encore. On espère ça au moins pour la rentrée. Ça facilitera les tâches de tout le monde. Encore une fois, dans le respect des avancées scientifiques et des mesures qui seront prises par l'État. Mais on voit quand même qu'il y a une grande différence et que pour une fois, la France doit vraiment s'inspirer de ce qui se passe en Israël, où ça marche très formidablement. Eh bien, c'est sur ce dernier message d'espoir que nous allons nous quitter. Merci à tous nos intervenants que je vais citer par ordre d'apparition. Marc Heisenberg, Dvorah Serrao, Elisabeth Attar, Deborah Sadia Felida et les petits Nathaniel Avishag et Odaya. Merci également à Jaco et à Fred à la technique. Merci évidemment à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment d'après-midi avec nous. Tout de suite, le flash présenté par Eric Haddad. Juste après, je vous retrouverai en compagnie d'Alexandre Adler pour l'émission géopolitique de Radio J, Mondovision. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.